c'est des discussions qui reviennent pas mal ces temps-ci avec différents copains et où il se passe ces échanges précisément sur ce qu'on nomme les réseaux sociaux et parce que on sent qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui se délite, qui bifurque, d'autres choses qui s'affirment et qui changent là, ce que mentalement on doit en appréhender pour s'en servir. Et donc, je dis, allez, comme ça, sans préparation, on fait un peu le point. Alors les réseaux, déjà, ça a eu une histoire. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé avec l'arrivée de Facebook. Pour moi, je crois que c'était 2006. Ça commence quand même à faire un bail. Ça veut dire bientôt 20 ans. Le moment, par exemple, je date pas là, les quelques 40 ou 50, je devais avoir d'amis inscrits, mais qui étaient les mêmes un peu sur toutes les plateformes à chaque fois qu'elle renaissait, puis ça continue même encore un petit peu sur le jour où Facebook US a dit voilà un Facebook FR, donc en français, et débrouillez-vous avec ça, sauf que c'est plutôt eux qui nous font nous débrouiller et qui ne lâchent jamais le contrôle. Mais avant, quand on a commencé, moi, c'était 96, là, les premières adresses mail, je crois que j'avais Martin Vinclair là, dans mes tout premiers correspondants, puis ensuite ça monte un petit peu, on a pris l'habitude là, de se faire des échanges, et quand on a commencé nos sites, eh bien, on avait des rubriques de liens, et on appelait ça des anneaux. Alors il y avait un anneau littérature qui permettait d'aller sur un site, sur un autre, et tout ça, mais déjà avec une sorte de premier tri. C'était l'époque où tu faisais rien sans les moteurs de recherche, alors Yahoo, etc., pour le tout venant, mais il y en avait un beaucoup plus spécialisé, Alta Vista, et ça a été la grande époque, par exemple, les forums PHP. Donc tu avais un forum Led Zeppelin, mais un forum livre numérique et édition, et puis les discussions, là, c'était, puis en même temps, les discussions, pas simplement, c'est-à-dire, tu as besoin d'un renseignement, tu trouves toujours quelqu'un pour te le donner. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mort avec les réseaux et qui fait qu'on a besoin de s'y accrocher. C'est pas simplement l'art du conversationnel. Donc il y a eu cette époque-là, et là, évidemment, on avait nos blogs. Chacun avait évidemment une lumière particulière pour son blog. Je parle des autres, je parle pas du mien. Mais d'ailleurs, le mien, à ce moment-là, pendant un temps, j'avais un blog anonyme qui s'appelait L'Œil Noir. Oh, je voudrais bien avoir conservé les archives de ce truc-là. Il y a ça dans Internet Archive, etc., mais elle est quasi vide. Allez, pas de digression, on y va sur les réseaux. Mais donc, si vous prenez un blog comme Hubert Guillot, La Feuille, vous pouviez avoir facilement 40, 50 interventions. L'espace des discussions devenait un espace de convivialité qu'on pouvait prolonger. On a une fois par an, on se faisait là une réunion à Paris de tous celles qui avaient affaire avec l'édition, le livre, etc. C'est des amitiés qui durent. Et puis donc, 2004, ça c'est l'époque des blogs, et 2006 arrive Facebook. Là, on s'en sert évidemment de partage communautaire. C'était tellement plus facile. Tu es ami avec 50, 60, bientôt 200 personnes. Tu sais que si tu mets un nouvel article sur ton blog, tu mets une petite image, un petit truc, c'est venu tout de suite. Et évidemment, la discussion, elle s'installe sur le point depuis lequel tu l'as reçu. Et l'autre outil qu'on avait, alors on avait des choses qui s'appelaient NetVibes, alors on appelle ça flux RSS, ça marche toujours, ça existe toujours, chaque blog, chaque site a son petit flux RSS, moi il y en a plusieurs, pour les ateliers d'écriture, pour le journal image que je laisse un peu en déshérence en ce moment, puis un pour les nouveaux articles sur Tiers Livre, et on avait des agrégateurs de flux RSS, c'est-à-dire que tu ouvres une interface, donc moi c'était un truc qui s'appelait NetVibes, et où tu cliquais sur les onglets édition, littérature, rock'n'roll. Tu pouvais sélectionner donc les blogs que tu avais décidé de suivre et tu voyais s'afficher ce qu'ils avaient mis de nouveau. Bon, ça, en 2 ans,
maintenant, ça a fini. Et je dirais ce qui l'a enterré, c'est que Facebook a commencé à prendre ce côté, alors pas nos familles, parce que nos familles, elles n'étaient pas encore sur les réseaux à l'époque, donc c'était quand même un Facebook qui gardait un côté communautaire, un peu pas professionnel. On commençait à s'en écarter. C'était la mode, tu voyais, qu'est-ce que je mange ce midi? Tiens, voilà, je te mets une photo de mon assiette. Et ce côté-là, je pense que c'est une dimension qui reste. Est-ce qu'il faut s'en moquer? Bon, moi, quand je vois des photos de chats, je vire et tout ça. Je garde pas les gens dans mon... sauf quelques rares exceptions. Bon, nul n'est parfait. Mais en 2008, pour moi, c'est avril 2008, arrive Twitter. Donc, quelque chose là encore, une start-up de San Francisco, donc quelque chose qui rafraîchit, qui est inventif. J'ai tout un bouquin qui s'appelle Conversation avec Keith Richards. Eh ben, ça a commencé sur Twitter. Je me souviens, c'était, j'allais à l'IUT de La Roche-sur-Yon, invité par Olivier Shade à Fort-Dance. Eh ben, je me souviens que j'envoyais des tweets qui étaient censés être les souvenirs d'une conversation avec Keith Richards. Ou bien, petit à petit, je glissais vers la fiction, une conversation que j'ai en ce moment avec Keith Richards. Et petit à petit, bon, ces tout petits fragments, là, je me souviens de Gallimard, Antoine, dans sa revue personnelle qui s'appelle Le Débat, m'accusant nommément, mais qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'on va faire de la littérature avec Twitter? Ah ouais, mais tu prends le tome 3 de Henri Michaud, Poteau d'angle, il y en a 80% qui tient dans un fil Twitter. Donc, on sentait que c'est... Et qui vient? Alors, dans les premiers amis, les 60-80 premières personnes à échanger sur Twitter, c'était toujours cette même communauté, là, de livres, éditions, les petits fouilleurs de web. Ça a commencé à s'installer une séparation. C'est-à-dire, dans Twitter, on pouvait il y avait des fils de discussion, tiens, Julien Simon, et hop là, et ça y allait. Et c'était bref. Ouais, mais c'est bien aussi que ce soit bref. Parce que justement, il y avait les outils pour que ce soit synthétique, visible, et on était entre nous, quoi. C'est-à-dire, c'était, bon, toi, t'es à ton bureau, on est tous dispersés, mais il y a un espace de convivialité où, t'es à la machine à café, et puis tu discutes, là, t'as ce truc, ou bien, est-ce que t'as vu ce truc, là, etc. Et donc, Twitter a pris ce rôle, malgré les limitations. La messagerie privée Twitter, tu la prenais plus au sérieux parce que c'était a priori des gens qui étaient beaucoup plus dans le métier que Facebook, même si Messenger, par exemple, prenait petit à petit, mais Messenger, tu l'utilisais comme moi, WhatsApp, avec la famille, les enfants, et j'aime pas utiliser du tout WhatsApp pour des choses qui sont professionnelles. Par contre, les emails, quand je recevais des choses de boulot sur Messenger, je disais, bon, mais voilà, mon adresse mail est sur mon site. Ouvrez mon site, vous trouverez mon adresse mail. Elle a toujours été là, mon adresse mail. C'est pour ça que ça fait rigoler des fois des gens qui t'envoient des messages. Oui, bonjour, par une telle ou un tel, j'ai obtenu votre adresse mail. Mon gars, t'as qu'à faire Google, et puis ça y est, tu l'as, mon adresse mail. Tout ça, c'est des changements de paradigme qui sont venus avec les réseaux. Mais petit à petit, tu voyais que l'inertie, la lourdeur, alors il y a toujours eu une limite, tu avais droit à 5000 amis et pas les dépasser. Ou alors tu faisais une page. Mais les pages, pour moi, d'ailleurs maintenant, là, j'ai mis la mienne totalement en sommeil. Bon, j'ai jamais aimé ce truc, ce genre de vitrine. C'est surtout, pour eux, page, c'est surtout dire que si tu mets quelque chose sur ta page, paye 20 balles, paye 30 balles, sauf qu'une fois je me suis fait escroquer, et c'est un lieu de hack, méfiez-vous, surtout n'entrez pas un truc, moi, comme j'avais fait la bêtise, j'avais mis mon... quand on tu sors un nouveau truc, vas-y, rajoute, prends une pub à 20 balles ou 30 balles sur Pages, et ça va le propulser au-delà de ton petit cercle, ou encore différemment, tu seras sûr que la totalité de ton cercle disposera de l'information, sinon l'algorithme trie, donc c'était un petit péage, 20 balles, 30 balles, donc j'avais inscrit mon PayPal dessus, puis un jour, tu vois, PayPal, 40 €,
90 €, 140 €. Bon, là, ouf, j'ai été là pour bloquer. Un truc de phishing, hacking, était rentré par une faille de Facebook et avait installé une fausse publicité, mais qui lui permettait de toucher, je sais pas comment, tout ça, c'était une escroquerie, quoi. Donc ça a duré 1 heure, mais j'en ai été pour pas loin de 300 balles. Eh ben, croyez-le aussi pas, mais Facebook, ils ont aussitôt nettoyé, ils ont accepté, ils ont bien balisé le truc, et ah ben non, c'était nos conditions générales pour vous faire rembourser, on est désolé, on peut pas, c'est pas de notre faute. Voilà, donc attention avec tout ça. Bon, je reviens, 2 minutes Twitter. Moi, le fait d'avoir un outil comme ça, un petit peu communauté, eh ben, ça a pris, c'est-à-dire qu'il y avait cet équilibre. Facebook qui était plus pour, disons, ce que je fais, les blogs, les photos, et puis dire, tiens, j'ai repéré ça chez un tel. C'est-à-dire, tu propulses ce que tu vois chez d'autres. Et comme les autres avaient leur adresse Facebook, c'est-à-dire que ça aussi, c'est-à-dire un blog ou un auteur qui n'a pas de Facebook, est-ce que tu propulses son bouquin de la même façon? Est-ce que tu fais passer le bruit de la même façon? Par exemple, je connais pas mal, je pourrais te faire de mémoire des noms d'auteurs, même certains proches, qui ont été sur Facebook pendant un moment et qui s'en sont retirés parce que, oui, il faut que tu gères le bruit parasite. C'est-à-dire, ce qui t'intéresse pas, surtout, laisse-le s'éloigner tout seul. Ou bien classe la personne, non pas en ami, mais en suivi. Donc c'est à toi de composer, en fait, ce qui va être le paysage qui surgit. Sauf que depuis 2-3 ans, ça a pris un côté tellement massif que l'algorithme en décide pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu reçois toutes les informations des gens avec qui tu as cliqué sur le truc ami? Ben non, c'est eux qui choisissent. Alors, ça encore, il y a une manière de s'en occuper, c'est-à-dire dans leur algorithme, il y a toujours eu traditionnellement, et c'est logique, de faire passer l'interaction au début. C'est-à-dire, si tu vois des posts de quelqu'un, et si tu cliques le petit j'aime bleu, c'est tout à fait neutre, ou maintenant il y a le petit truc, là, vous savez, comme un machin, là, oui, enfin bon, je te comprends, quoi, c'est tout, ou le petit cœur rouge, de toute façon, tout ça a la même valeur exactement. C'est pas une valeur qui détermine la suivi de l'algo, mais le fait que tu interagisses. C'est-à-dire, si tu interagis régulièrement avec un tel, tu le connais pas, mais t'aimes bien la petite tonalité là de ce qu'il met là sur les citations, les trucs, ben, tu mets une interaction, ça veut dire que tu seras prévenu des prochains. C'est-à-dire que c'est toi-même qui compose ton paysage. Ben, ceux qui ne l'ont pas fait, les murs Facebook, c'est pas joli. Et comme problème similaire à Twitter, le bruit ambiant. Alors le bruit ambiant, j'ai rien contre, c'est-à-dire suivre des médias impliqués fortement dans le politique. On est tous citoyens, on est tous à l'affût, on est tous à disposer de nos, de nos chaînes d'information, c'est-à-dire de nos vecteurs et de là où on considère qu'il y a de l'information fiable qui te concerne, etc. Et à chacun là son choix. Simplement, dans l'espace la plus littéraire, t'as pas envie que cette espèce de bruit viennent constamment. Les journalistes, ça pense petit, par définition. Ça pense au jour le jour et à se faire mousser pour attirer plus... Bon, tu me diras, en littérature, on n'est pas indemne de ça. C'est pas la question. Mais en tout cas, il y en a qui disent « Ah, Twitter, c'est tout bouffé par le politique. » Ouais, mais simplement, fais gaffe à qui tu suis. Si tu n'interagis pas avec ces contenus, tu les verras s'éloigner. Moi, j'ai toujours eu sur mon fil Twitter quelque chose qui reste aujourd'hui encore lié à la pédagogie, au numérique et au littéraire. Alors ça a été une figure, disons, relativement stable pendant plusieurs années. Ça n'empêchait pas d'essayer d'autres trucs. Il y a une plateforme qui s'est appelée Hello, par exemple, je sais plus, donc qui était des sortes de Facebook alternatifs, mais bon, ça échappait à l'emprise là de plus en plus tentaculaire du groupe capitalistique qu'a fondé Mark Zuckerberg. Et c'est intéressant aussi parce que Facebook n'est pas quelque chose de pensable. Il n'est pensable que collectivement. C'est-à-dire
C'est-à-dire que tu peux inventer à toute petite échelle sur ta fac ce qu'a fait Zuckerberg avec un de ses potes, puis après, hop, il éjecte l'autre pote. C'est jamais très tendre dans ces milieux-là. Est-ce que tu penses à un tel développement? Non, mais à mesure que les étapes se font et que la plateforme grossit, eh bien, toi, tu peux penser un rouage et un rouage et un rouage, et finalement, tu restes en condition de penser quelque chose qui ne se pense plus que collectivement et qui aurait de toute façon dépassé tes possibilités individuelles de penser au moment où tu l'as lancé. Et ça, c'est intéressant parce que ça vaut pour toutes les plateformes. Donc, est-ce qu'on a eu des joies sur Twitter? Oui, on a eu des joies sur Twitter parce qu'on l'utilisait de façon créative. Alors, il y avait même les petits bots maintenant. Alors, c'est la plaie, les robots. Donc, tiens, par exemple, Sergi, j'en ai connu un très beau. Et puis, il y a un gars qui est un spécialiste. Allez, salut mon chef, Guess. Par exemple, il avait fait un outil. Est-ce que c'était seul ou avec ses étudiants? Je crois que c'était seul. Repérer le nom-prénom le plus utilisé dans le Facebook FR. Tu as un nom, un prénom où il y a au moins 800 personnes. Pour les François Bon, tu dois en avoir 12 ou 15. Bon, là, il y en avait 800. Un nom très, très commun. Et à ce moment-là, tu en crées un autre, un 801e, tiens, salut Chevillard, et ce 801e, c'est un nom-prénom, c'est féminin d'ailleurs, et tu le nourris avec un algo qui va aller pêcher dans les 800 autres, à la fois du matériau, des photos, c'est-à-dire que tu vas avoir une fausse abonnée Facebook qui sera nourrie uniquement par l'ensemble des autres de son propre nom. Voilà. Et sur des étudiants, là, de Jeff Guess avait fait, qui continue d'ailleurs dans le numérique, un binôme déjà qui a passé son diplôme en binôme, il avait fait un bot, la bibliothèque de Babel, de George et Louis Borges. Bon, c'est des combinaisons de lettres sur des livres de 400 pages avec autant de caractères et tout. Et si tu considères une bibliothèque exhaustivement composée de toutes ces combinaisons de lettres, tu vas retrouver dedans la totalité de la littérature existante, du Shakespeare ou du Eschyle, ou même les pièces perdues d'Eschyle. Simplement, comment tu vas faire pour les trouver? Donc, eux, il y avait un bot qui, tous les 20 minutes, lançait une combinaison potentiellement liée à la bibliothèque de Babel de Borges. Et bon, ça, Twitter, à un moment donné, ils ont... Non, ça c'est du bot. Bon, laissons. Mais le plaisir, il était là par l'intérêt. On a pris acte de quoi? On a pris acte que les discussions n'étaient plus sur nos blogs. Les discussions étaient sur Facebook ou sur Twitter, et c'était des espaces complémentaires. Bon, où on en est maintenant? D'abord Twitter. Parce que ça s'encroutait, ça rouillait, ça lambinait. Moi, je suis monté progressivement à 15 000 personnes qui me suivaient. Oh, c'est énorme pour un pauvre auteur de contemporain. Mais j'avais le bonheur là que si tu propulses un lien ou quelque chose que tu viens de mettre en ligne ou une idée de discussion, le répondant soit quand même dans ces milieux professionnels. Tout d'un coup, on voyait ça qui s'endormait. C'est-à-dire, je toujours continuer à mettre ces liens, mais est-ce que tu as... Par contre, dans cette masse, disons plutôt amorphe, il y a un nombre restreint de personnes, je pense à Arnaud Maizetti, mais ça pourrait être quelques autres comme ça, ou les Jean-Marie Lebeau là, sur la question du numérique dans les pratiques éducatives. Donc, ça, c'est vraiment important. Eh bien, ces tout petits micro-réseaux à l'intérieur des 15 000, là, par contre, j'avais la suivi et c'était efficace. Et encore aujourd'hui, je conserve mon compte X parce que il y a un nombre restreint de moins d'une dizaine de personnes que j'arrive à suivre. Alors par contre, X, c'est vrai que j'ai toujours... Il n'y a jamais, disons, d'écume sur ce que me montre l'algo de Twitter. En gros, il me montre toujours les gens avec qui j'interagis le plus, donc j'allais dire c'est clean. C'est clean, mais le bruit est là quand même. Et maintenant, par exemple, quand Elon Musk pique sa crise sur Kamala Harris, c'est puant. Donc à un moment donné, si tu laisses s'installer le puant jusque chez toi sur ton ordi, est-ce que tu en deviens complice? Alors, allons-y maintenant. Autre chose. Qu'est-ce que tu as comme alternative? Alors, il y a plusieurs alternatives. Il y en a une qui s'appelle Mastodon. Alors, il y a plusieurs alternatives.
La première s'appelle Mastodon. Alors Mastodon, il y a longtemps, c'était bien avant que Elon Musk mette la main sur le vieux et endormi Twitter. C'est-à-dire que Twitter, évidemment, c'est des serveurs centralisés, comme Facebook a des silos de serveurs. Il y en a, par exemple, qui sont sur des adresses anonymisées dans le sous-sol de Paris Intramuros, parce que il y a ces énormes flux, et que ces énormes flux doivent être traités dans ces effets de proximité. Qui me regarde sur Facebook, 80%, le petit espace hexagonal, donc il faut que ce soit traité comme ça va pas aller circuler sur des serveurs en Californie et revenir, etc. Mais ça, c'est une autre chose, toutes ces questions de hardware. Mais ça compte énormément, ces questions d'infrastructure, et le bruit, et l'électricité, etc., etc. Oui, c'est cher à entretenir, c'est cher à développer, indépendamment des questions de contrôle, de surveillance, de signalement, ça on va y revenir. Alors, Mastodon, c'était le principe, c'est que au lieu de passer par un serveur centralisé, donc Twitter, tu passais uniquement par des micro-serveurs. C'est-à-dire que toi, tu as un ordi avec une fibre 24/24, eh bien, tu crées une instance, et j'ai des copains qui l'ont fait, et tu peux créer une minuscule instance qui s'appellera littérature française contemporaine, et tu auras un mastodon qui fonctionnera en réseau. Et ce micro-réseau, tu peux l'associer parce que tu peux t'abonner à d'autres réseaux. Donc les interconnexions entre serveurs autonomes recréent une toile de serveurs dont chacun est une instance autonome. Simplement rien que ça, pour aller créer un compte, obtenir, moi j'en avais un qui était plus une instance qui était plus sur les questions du monde de l'art, artistique, enfin la création plastique, et puis il y en avait une autre qui s'appelait Social Mastodon, etc., qui était plus là de discussion dans l'espace francophone, enfin genre, mais aller fabriquer le truc, et puis finalement tu as 130, 140 personnes, et puis tu t'aperçois que c'est les mêmes que tu suis déjà par ailleurs. Alors évidemment, là encore, des phénomènes, c'est que des gens qui utilisent Mastodon, par exemple, de façon créative et singulière, il y en a qui ont migré de Twitter, qui se sont installés sur Mastodon, c'est pareil, c'est 150, c'est 200 personnes qui les suivent, ça leur convient, tant mieux, mais c'est une micro-communauté qui s'éloigne du flux des communautés. Et est-ce qu'on a le droit, nous, si on voudrait quand même un petit peu mordre, parce que tu dis, tiens, ce soir je fais un atelier, ce sera David Foster Wallace, j'ai envie d'en parler, là, c'est cette fonction. Un réseau, c'est quelque chose qui se dirige vers l'extérieur. Mastodon, c'est pas le cas. C'est une petite ville à l'écart qui a ses règles et tout ça. Donc bon, pendant un temps, je l'ai fait, j'ai tenté. Et c'est un outil qui est très fruste, quoi. Du point de vue de l'ergonomie, du point de l'usage. Donc j'ai pas voulu maintenant aussi laisser traîner des tas de comptes. Il y a des copains qui font ça. C'est-à-dire, ils font un post. Alors là, tu trouves le même post. Salut Dan. Qui est sur Facebook, qui est sur Twitter, qui est sur Blue Sky, qui est sur... Alors, ils ont des petits robots pour faire ça. Ah ouais, mais faut nous fatiguer, quoi. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir une ligne éditoriale pour ce que je mets sur Facebook. En général, c'est pas trop ce que je mange, c'est pas trop la vie privée, même pas du tout. Et par contre, ce qui concerne là, justement les ateliers, etc., oui, ça va rester ça. Pour la réflexion sur le numérique, j'utilise plutôt Twitter, et quand ça a basculé sur X, d'abord j'ai tenté de le mettre en sommeil, je l'ai fait. Mastodon, ça n'a pas été une instance de remplacement, et puis là j'ai carrément supprimé. Et il y en a eu les anciens de Twitter, ceux qui avaient été virés par Elon Musk, ont lancé un truc qui s'appelle Blue Sky. Alors Blue Sky, au début, c'était même très ingrat, il n'y avait pas la messagerie directe, là, ils viennent de la rajouter, donc tu as une espèce de clone de l'ancien Twitter. Alors là aussi, tu te retrouves, tu dis, ah, ça y est, il y a quelque chose. Donc tu fais le truc, tu as genre 180, 200, 250 abonnés, et globalement, tu en connais les 2/3. Alors tu as des nouveaux apparaissants aussi, tu vois des voix, là, qui jouent avec le réseau.
de façon créative, ou avec des détournements, ou avec leur regard, tout simplement, la curiosité du monde. Tu échanges des curiosités du monde. Tu t'ouvres à des curiosités autres que la tienne. Donc ça, super. Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que Blue Sky, c'est pareil, c'est prévisible. Et quand tu l'ouvres, tu retrouves ce que tu as déjà vu, au mieux sur Facebook, sur Twitter. Et puis ça reste là une espèce de petite famille. Alors quoi faire là, j'ai pas effacé mon compte. Il y a un compte à mon nom sous Blue Sky, mais je l'utilise pas. Enfin, je trouve pas d'intérêt. Alors par contre, il y a quelque chose qui... alors ça existait depuis longtemps, ça s'appelle LinkedIn. Alors au départ, quand LinkedIn est arrivé, il y avait cette idée de quelque chose beaucoup plus contrôlé professionnellement. T'as pas les pseudonymes. Ouf, enfin. Et par contre, les personnes qui sont sur LinkedIn, tu sais que tu peux les joindre à titre personnel, par mail, parce que c'est une sphère où tu es associé à ton travail. Mais moi, c'est mon cas. Je suis associé à ce que je suis en tant qu'auteur, avec les publications de ma petite microstructure, avec les vidéos de ma chaîne YouTube. Je me considère comme un micro média. Ouais, mais quand tu passes chez la comptable en fin d'année, c'est une structure qui est obligée de respecter ces lois en tant que structure. C'est une responsabilité qui est parfaitement codifiée sur l'ensemble là, du jeu social. Et puis LinkedIn au départ, tu retrouvais, alors justement tu avais beaucoup de gens, les développements personnels, ceux qui te proposent des trucs. Ah, je vais vous refaire votre site. Ah là, je vais vous proposer. Bon, donc globalement, je l'avais laissé tomber et j'ai fini par le supprimer. Bon, c'est un truc qui prend pas. Eh ben, depuis la mainmise de Elon Musk sur Twitter, bien vu que LinkedIn reprenait de l'essor. Et là, je crois que je suis pas loin de 1950 personnes. Est-ce que je les connais ? Oui, j'en connais une part. Est-ce que je les connais personnellement ? Bien sûr que non. Mais je sais leur fonction et leur boulot. Et là, je dirais que ce que je publie sur LinkedIn, tout simplement là, par exemple, ça va être où est-ce qu'on en est avec les réseaux, comment vous faites-vous ? Eh bien, ce sera aussi sur LinkedIn. Et je vois bien que les réactions, tu peux mesurer à chaque fois les lectures, les repropagations, disons, c'est beaucoup plus proche de cette instance, j'allais dire, autour du professionnel qu'on connaissait sur Twitter. Alors, je sais, qui va réagir en disant voilà, où tu nous emmènes, encore une plateforme. J'ai vu à Thibault, un des patrons de LinkedIn, je vois très bien comment ça marche, on est encore dans la Silicon Valley, etc. N'empêche que cette question-là du non-anonyme et du fait que tu prends les gens au sérieux fait que LinkedIn devient pour moi un outil, en tout cas bien plus vivant que Twitter. Alors là, est-ce que je vais conserver mon compte sur X ? Franchement, à chaque fois, tu te dis, mais... oh là là, c'en est rendu là, oh là là, c'en est rendu là. Et pourtant, le rêve qu'on a eu de Twitter, regardez, quand on a commencé en 2008, est-ce qu'il y avait les hashtags ? Non, c'est les utilisateurs de Twitter qui ont commencé à mettre des petits dièses là devant des mots. Et puis, en fait, c'était que tu sélectionnais donc le mot avec le dièse, et hop, tu refaisais un affichage selon simplement ses préoccupations. C'est les utilisateurs qui ont inventé Twitter. Et ça, cette espèce de rêve où le passage de 240 caractères aux 400 que c'est maintenant, ou comment est venue la possibilité là de corriger, on y a droit pendant la première heure, mais tu as fait une coquille, etc. Tu as 1 heure pour la corriger, après ce sera plus... Bon, mais tout ça, on l'a vu naître. Et de là, avant de revenir à Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore dans le paysage réseau ? Justement, il y a ce dont on ne pense pas que c'est réseau et que c'est pourtant réseau. C'est-à-dire, je vois dans mes vidéos YouTube des gens qui cherchent sur Thomas Bernhard, des gens qui cherchent sur Hemingway, Le vieil homme et la mer, et qui vont tomber sur ma chaîne. Donc, il y a cette fonction, YouTube appartient à Google, et c'est un réservoir de ressources qui fonctionne comme un dictionnaire ou un annuaire, d'autant plus que Google
Google, quand vous faite une requête sur Google, met toujours les ressources vidéo en tête. Et ça, cette espèce de puissance là de la vidéo, est-ce que c'est une puissance? Simplement parce que tu as ta voix, tu as ton corps, tu as tes hésitations, tu as tes gourances, tu as le respect que tu as de la personne, parce que tu vas prendre un bon micro, une bonne caméra. Tiens, j'ai acheté un diffuseur de lumière, là, si vous voulez passer sur mon Patreon ou m'acheter un bouquin, ça m'aidera à le rembourser, là, les 350 balles du diffuseur à lumière. Mais c'est quand même tellement mieux là pour parler entre nous, parce que cet aspect économique, ouais, ça compte. Eh bien, aujourd'hui, les discussions via les commentaires de mes vidéos sur YouTube, globalement, c'est pas qu'elles sont plus intéressantes, mais c'est que si une vidéo est pertinente, là sur ces points, par exemple, quand je mets le petit dièse numérique en tête, les discussions vont s'établir beaucoup plus dans l'espace des commentaires sous les vidéos. Ce qui a fait qu'une fonction réseau social, c'est-à-dire que YouTube est à la fois l'annuaire et la ressource, et à la fois réseau social. Et cette fonction, pour moi, j'y retrouve, là, par la spécificité des commentaires sous les vidéos, quelque chose qui me souvient, au sens transitif, du Facebook de 2006-2010, disons, il y a quand même eu de l'eau qui a coulé sous les ponts numériques d'ici là, ou du Twitter de 2008-2015. Et là, pour moi, il y a aussi une joie qui fait que je constate que pas mal de youtubeurs, enfin, est-ce que c'est une catégorie youtubeur? Non, évidemment non. Je suis auteur, mais qui utilise là cette question de la parole. Et c'est quoi cette parole? C'est la même que tu avais dans un amphi en école d'art. C'est cette part la plus vive. Et la vidéo et le son sauvent cet espace vif. Ici, après, alors, YouTube, en tant que réseau social, pour moi, ce que je constate, c'est que finalement, tu pourrais supprimer la propulsion sur Facebook, sur Twitter. Je garde LinkedIn à part. Pourquoi? Ouais, aussi parce que tu sais, moi je vis tout seul, j'ai pas de subvention, j'ai pas de truc, on te regarde toujours d'un air, ouais, c'est du web qu'il y a. Alors comme ça sur LinkedIn, comme ils y sont, ils s'abonnent quand même. Et donc tu leur dis, tu vois, tu t'en as rien à foutre de moi. Eh ben, je fais ça quand même. Donc LinkedIn, c'est une petite vengeance dans le petit monde de la culture instituée. Laissons passer. Il y a d'autres choses importantes. Donc, de plus en plus, pour moi, le fait d'avoir décidé que la vidéo était le média principal fait que je pourrais me dispenser, c'est-à-dire si je ne propulse pas le lien sur Facebook, globalement j'ai le même nombre de vues. Et là, c'est quelque chose qui est récent, qui est de plus en plus important. Et c'est vachement complexe, les questions de vue. C'est pas pour aller te goberger des statistiques. Là, récemment, j'ai passé, comme j'ai deux chaînes, une à 1,9 million et une à 240 000, etc. J'ai passé les 2 millions de vues. C'est impressionnant quand même pour un pauvre gars là, qui travaille dans l'espace strictement contemporain. Donc, il faut que tu fasses ça. Mais par exemple, YouTube introduit l'espace de sous-titrage. Moi, je m'en sers. Je suis des chaînes américaines de type qui parlent tout à l'heure, je pourrais rien comprendre. Est-ce que tu as un petit réglage, allez, je te fais parler 10% moins vite, et là, je comprends. Moi, non, je préfère simplement, je clique sur sous-titres, et l'américain qui parle avec son sous-titrage Amerloc, là, j'ai aucun problème pour suivre. Je dis pas les noms, les exemples et tout, mais en tout cas, pour moi, c'est de plus en plus vital, ce truc-là, y compris pour des paroles savantes. Des paroles savantes, là encore, dans le monde anglophone, si j'ai la version sous-titrée en anglais, alors est-ce qu'on peut traduire? Alors évidemment, si on met la traduction automatique, chaque fois on rigole de ah, t'as vu comme même la transcription franco-française, il peut faire des gourances, mais globalement, qu'est-ce que t'en as à faire si ça te permet d'accéder à ce que dit le type en face, hein. Et ça me permet d'affiner extrêmement les chaînes que je suis, soit dans le tech, soit dans l'image visuelle ou vidéo. Digital Spaghetti de Jack Conte, là, l'inventeur de Patreon. Ça aussi, tiens, ça fait partie du tableau. Et est-ce qu'il y a des modifications encore sous-jacentes là-dedans? Oui. Par exemple, quasiment en même temps, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, tu dis, moi, mon truc, c'est de la parole. Donc, je peux dire que
que des gens préfèrent écouter ça en mode podcast, dans leur bagnole, etc. Donc tu as des plateformes, et des plateformes aussi très sérieuses, je me suis abonné à une, qui fait que tu lances le MP3 chez eux, et eux se chargent de rediffuser sur iTunes, sur Spotify, sur Google, je sais pas quoi, et donc tu as une diffusion dans toujours comme ça, un petit peu pyramidale, dans l'ensemble. Si toi, tes usages de podcast sont sur iTunes, eh bien, tu vas retrouver ça. Ce qui n'empêchera pas que si tu cherches un podcast, tu vas aller passer plutôt par la source, par Radio France, les podcasts de France Culture ou de machin comme ça, puis les affaires sensibles. Et donc, c'est aussi c'est pas gagné d'avance par rapport à cette masse-là de l'autorité publique qui est, elle, lourdement subventionnée et qui nous ignore ou nous boycotte, ou France Culture. François Bon, c'est un peu le dinosaure de la littérature numérique. Putain, oh ouais. Respect un peu. En même temps, YouTube te crée une fonction en disant que tes vidéos, si tu considères qu'elles peuvent s'écouter en mode podcast, fais une playlist et tu appelles ça podcast. Je l'ai fait pour ces carnets. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, YouTube le traite comme si c'était quelque chose qui, dans tes requêtes podcast audio, peut être proposé parmi les choix. Et là, pour moi, j'ai vu que du jour où cette fonction a été mise, effectivement, tu as un nombre de consultations, enfin d'écoutes, qui grandit. Du jour où il y a eu la question de sous-titrage, et je pense pas que ce soit de gens qui m'écoutent dans le monde US, etc. Mais non, mais les langues européennes, puisque l'anglais véhiculaire, c'est une réalité. Donc, quelqu'un qui m'écoute en Allemagne, comme moi j'écoute une chaîne allemande, eh ben, on va utiliser la fonction du sous-titrage en anglais. Et on arrivera là à écouter, à comprendre, malgré les limitations de l'outil de traduction automatique. Mais c'est fabuleux. Et ça ne serait pas sans l'adjonction de AI, ce truc d'intelligence artificielle. Et je vois bien que depuis qu'il y a cette fonction, c'est-à-dire ce ne serait pas écouter François Bon en anglais. Oui, mais quand même tu peux. Si tu es là-bas dans le Canada anglophone. Ou dans le monde asiatique. Il y a des trucs qui viennent du Japon. Mais simplement, je pense que c'est des gens qui pratiquent suffisamment le français et que, en me sous-titrant en français ce que je dis en français, ils peuvent avoir la perception d'une langue qui, parce qu'elle est rapide, parce que la tête est emberlificotée, ou que des fois j'avance très à tâtons et à rebours de toutes les injonctions du écrire clair, salut mon Seb, et, malgré ça, j'ai vu que la réception hors espace francophone a commencé de grimper. Et en même temps, qu'est-ce que fait Spotify ? Spotify incite tous ces pratiquants, ces usagers, à installer une vidéo, une captation vidéo en même temps que leur audio. C'est-à-dire que Spotify fait le mouvement exactement inverse de YouTube. Il reste que le primat de la vidéo, c'est-à-dire quand vous écoutez, ou même dans votre bagnole, que vous mettez un truc, une chaîne podcast, évidemment, si c'est sur la bagnole, vous allez éliminer l'instance vidéo. Heureusement, encore qu'on en voit de plus en plus, ça fait un peu réfléchir. Mais, disons, l'accès à la partie audio peut se faire, quel que soit l'usage, là, en transport, comme on dit. Cette évolution, elle est là. Est-ce que moi, je suis abonné à Spotify ? Non, parce que je paye un truc qui s'appelle YouTube Premium, qui me dispense de toutes les pubs sur YouTube, qui me donne accès à des trucs de stats, etc., mais qui me donne accès à un machin qui s'appelle YouTube Music. Et le YouTube Music, exactement les mêmes réserves, les mêmes algos, etc. que Spotify. Donc, en gros, j'ai annulé, il y a maintenant 4 ans, mon abonnement Spotify, où ça aurait pu être Deezer ou tous ces machins-là. Et YouTube Premium, ça me fait le job. Mais comme moi, je suis sur YouTube et que j'ai besoin de travailler beaucoup les vidéos là dans le monde US et tout ça, et évidemment, ça me sert. Voilà, ça c'est pour YouTube en tant que réseau social. Et pour moi, en tant que réseau social qui trouve une force prescriptive, disons maintenant, en tout cas, largement supérieure à Twitter, et qui fait que le jour où je vais faire effacer mon compte X, goodbye, quoi, j'en verrai même pas la différence. Il y aurait peut-être 3-4 copains qui disent, tiens, bon, il est plus là, bon, ils viendront me suivre sur Facebook ou sur YouTube directement. Alors, maintenant, retour Facebook pour conclure, là.
parce que c'est conclusion sans conclusion. On est vraiment dans quelque chose qui devient chaotique, qui continue de se transformer et où l'opacité a pris encore un cran supplémentaire au point de poser des questions. On ne peut pas avancer sans se poser des questions, on ne peut pas faire confiance. Alors la première chose, donc c'est dans cette truc un petit peu, cette tendance monopolistique, c'est-à-dire qu'ils ont avalé WhatsApp et ils ont installé Instagram, ou du moins ont avalé Instagram, et maintenant donc c'est ce truc qui s'appelle Meta là, qui devient l'entité avec des machins pour lesquels ils sont pas forcément par exemple les masques des casques de réalité virtuelle, je garde d'ailleurs le lapsus masque de réalité virtuelle, bon ils ont les mêmes problèmes que Apple, etc. C'est pas quelque chose qui prend et psychologiquement, c'est-à-dire tu te sépares du monde pour mieux le voir. C'est la fonction de la littérature, tu te sépares du monde pour mieux le voir, mais en tant que tel, le livre, là, tu restes ouvert, et c'est pas parce que tu t'appelles Facebook que tu vas réussir tes casques de réalité virtuelle. Ça, juste ça. Par contre, Instagram. Alors Instagram, est-ce qu'il y a un truc générationnel? Oui, certainement. C'est-à-dire, Instagram, moi, je m'en suis servi beaucoup. Je dois avoir 4000 abonnés. Et pendant un temps, je faisais beaucoup de petites vidéos verticales. Des vidéos d'une minute 30, 2 minutes. J'ai fait une série qui s'appelait Histoire de la littérature. Je me suis super amusé. Et puis, à un moment donné, tu sais, j'ai fait aussi un truc de fiction, comme ça, des fictions vidéo verticales brèves. Et là, wow, ce que ça ouvre dans le fantastique, dans le disjonction du réel, etc. Ça, oui. Et alors là, je les mettais à la fois sur YouTube, sur Insta, et même sur Twitter, c'est-à-dire que sur la plateforme, tu pouvais accéder à la vidéo sans avoir à sortir de la plateforme. Alors là, évidemment, il te propulse massivement. Mais ceci dit, je voyais bien que sur Instagram, par exemple, c'est pas ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, si tu vas sur YouTube, tu sais que tu cherches ça. Si tu es sur Instagram, à chaque fois que je publiais une vidéo, paf, tu voyais les abonnements qui redescendaient de 20. Oh, ça fait rien, après ça remontait, tout ça, mais ça a toujours été stable, disons, j'ai dû passer de mettre un an pour passer de 3800 à 4200, pas d'importance en tant que tel. Mais ce que je constatais, et ce que je constate encore sur Instagram, c'est que tu peux avoir plaisir à suivre sur Instagram, mais est-ce que ça te pousse à sortir d'Instagram pour venir voir, moi, ce qui m'intéresse? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans mes bouquins? Ça, tu ne le trouves pas sur Instagram. Il faut que tu remontes le lien, link in bio, link in bio. Et pour que là, sur le lien pierrelivre.net, tu retrouves le beefsteak. Et moi, j'ai toujours pensé que dans tous ces réseaux, il y avait un axiome. C'est un axiome qui n'est pas partagé. André Markovitch, ses chroniques sont directement sur Facebook. Et qu'est-ce que c'est important pour nous, les chroniques d'André? Mais moi, j'ai toujours pensé que les ressources, j'en restais proprio, c'est-à-dire qu'elles sont sur mon site, et que les réseaux sociaux n'étaient que des mises en relation avec ces contenus, s'ils vous intéressent. Sur Instagram, ça sort pas. Donc à un moment donné, bon, c'est bien gentil, mais pour moi, ça fait pas le job. Alors évidemment, là encore, il faudrait payer, il faudrait faire de la propulsion, etc. Mais de la propulsion qui mène toujours. Et pour moi, les plus intéressants à suivre, c'est les musicaux US, les retranscriptions de concerts, les accès aux concerts privés. Instagram, est-ce que c'est pour moi en ce moment indépassable? Oui, parce que je dois suivre, pareil, ça doit être 5, 600, 800. Le compte intervient peu. De toute façon, quand tu vois quelque chose qui t'intéresse, un artiste, ouais, parce que c'est beaucoup les plasticiens, beaucoup les photographes, beaucoup les vidéastes, etc. Quelques auteurs. Prenez Marin Fouquet, tiens, un auteur 77, là, chez Actes Sud. Marin balance sur fond noir des textes écrits en majuscules jaunes, au format machin comme ça tient en une page, et waouh! Et là, donc, il y a aussi des vecteurs littérature sur Instagram. Idem pour les séries. J'ai jamais fait une seule série sur Instagram. Par contre, quand j'ouvre Instagram, j'ai tendance à regarder d'abord qui je suis via les séries. Alors, générationnel, oui, c'est les étudiants que j'ai eus pendant plusieurs années en école d'art. Ben, eux, Instagram est leur vecteur principal. Idem pour les
les musiciens. Et après, il y a le défilement vertical, où là, ça peut être des ressources plus longues, plus complexes. J'en suis quelques-unes, mais est-ce que tu remontes jusqu'où tu étais quand tu es venu la veille, passer au même endroit? Certainement pas. Donc c'est un petit périscope quoi, que tu lances là-dessus. Puis eux, ils gagnent leur vie aussi, il faut qu'ils payent leurs serveurs, qu'ils payent leurs modérateurs, etc. Donc tu vois que la pub maintenant, c'est dans les séries, quelqu'un que tu suis, pub. Quelqu'un que tu suis, pub. Bon, la deuxième pub que tu as été obligé de zapper manuellement en faisant le petit clic, tu arrêtes et tu t'en vas. Donc globalement, mon Instagram est en sommeil. Alors Facebook, est-ce qu'on peut faire confiance au fil que nous indique Facebook? Non, c'est-à-dire si toi, tu dis « Ah tiens, un tel, j'ai pas de ses nouvelles depuis longtemps ». Tu vas sur son mur, tu fais la petite case recherche, qui est fabuleuse parce qu'elle te montre déjà les 10 dernières recherches que tu as faites, donc ça te permet de sélectionner ceux dont Facebook ne te présente pas par l'algo les contenus, mais tu sais que si tu vas manuellement, tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Donc cette case recherche de Facebook, c'est un outil qui est devenu un outil personnel actif. Mais tu vas de temps en temps, parce qu'une fois, tiens, un tel, ça fait au moins 3 semaines que tu vas voir et tu découvres ce qu'il a publié entre-temps. Tu vas rajouter des petits bleus, comme ça tu sais qu'il y aura une chance, à la prochaine publication, de figurer dans ton fil algorithmique. Mais dans la masse, disons que l'image de ton mur n'est plus une image fiable par rapport aux intérêts qui t'ont fait sélectionner ces artistes ou ces personnes au sens beaucoup plus large, mais en tout cas, c'est pas une question de qui est artiste, qui est écrivain, etc. C'est-à-dire, ce contenu m'intéresse parce que sa densité littéraire ou sa densité visuelle ou ce qu'il installe comme protocole de réflexion ou de publication m'intéresse. Et là, c'est la leçon pour moi essentielle des réseaux sociaux. Je te dis, je suis l'écrivain qui vient sur Facebook. Pourquoi ils y sont pas, les écrivains? Parce qu'ils pensaient ça. Alors que non. Si moi je fais de la littérature, c'est parce que je cherche ça, à tâtons, dans mon petit coin. Ceux-là, à tâtons dans leur petit coin, voilà ce qu'ils cherchent, voilà ce qu'ils inventent. Et là, c'est l'humanité profonde qui nous rejoint. Qui est une marche en avant, qui est une curiosité vers l'avant. Alors, ça, oui, ça nous rejoint, et on a besoin de ces outils communautaires. Ils nous apportent 1000 fois plus que tous les reproches qu'on peut leur faire. Mais, il y a un mais, cette fonction, est-ce qu'ils arrivent à y satisfaire eux-mêmes? Non, sans apport manuel ou décidé de notre part. Et là, c'est toujours avec méfiance parce que c'est distordu. Et c'est toujours distordu par quoi? Sur l'ensemble du web, par l'imagerie du dominant. L'imagerie du dominant va avaler, occuper la place, et ce qui est à la marge, comme toi, tu te considères dans des marges agissantes, corrosives, cette corrosion, elle sera toujours repoussée sur les bords par rapport à l'occupation première du plus consensuel ou du plus dominant. Simplement, est-ce que ça c'est le défaut du web? Va dans une librairie et regarde. Les tables, les gondoles verticales, ce qui se paye aussi, etc., etc. On est exactement pareil. C'est juste la question du quantité. Or, la quantité signifie ce que l'ami Alexandre Geffen appelle le lien faible. C'est-à-dire, plus tu deviens large, moins le lien. C'est-à-dire, c'est pas un pavé sur une gondole. C'est juste un petit lien Facebook avec une image. Et Facebook n'a pas guéri ses défauts. C'est-à-dire, si tu envoies une image, ça ira beaucoup mieux déjà que si tu mets juste du texte. Sous le texte, faut lire. Mais si tu mets un lien en disant tiens, ça c'est sur mon site à tel endroit, ou bien ça c'est mon lien YouTube, YouTube, ah non, oh monsieur, vous allez induire les gens à sortir de Facebook. Donc là, diffusion extrêmement restreinte. Et de plus en plus. Ce qui fait que si j'envoie moi régulièrement, c'est une sorte de réflexe. Tu viens de publier là cette vidéo là qui va être beaucoup plus longue que prévu mais qui est un outil ressource. Et pour moi, c'est important de faire ce petit bilan. Ça fait déjà une semaine que je le macérais. Donc j'aurais pu faire 10 vidéos de 5 minutes. Non, j'en fais une
importe. Il faut se foutre des lois. Il faut se foutre de ce qu'on te dit. Si tu t'en fous, eh ben, t'as des chances de te rejoindre, toi. Et moi, ça a toujours été... Là, ma stratégie, ça l'est de plus en plus. Fais à l'envers de ce qu'on te conseille de faire. T'es d'accord ? Bah, sûr qu'on est d'accord. Sinon, on serait pas là ensemble à parler. Est-ce que je te parle ? Bah oui, puisque c'est justement pour ça, le choix là du funambule en vidéo et en parole improvisée. Alors, est-ce que Facebook, donc, est-ce que je mets mes vidéos ? Non, je veux pas mettre les vidéos sur Facebook. Je veux qu'elles restent sur YouTube parce que là, je contrôle déjà plus de trucs. Et c'est mes contenus. Et puis, j'ai des archives. Je peux les transférer si je veux. Elles sont là dans mes petits... Hop là, des petits disques durs en copie. Je garde pas les rushs et tout ça, mais je garde quand même le truc en bonne... en haute définition. Alors, Facebook a inventé des outils complémentaires. Aujourd'hui, alors il y a les pages, masse morte. Vous n'avez qu'à voir vous-même quand vous avez un tel vous demande de vous abonner à sa page. Mais il y a un outil par contre sur lequel ils ont mis le paquet, c'est les groupes privés. Alors, par exemple, on a un groupe privé des abonnés à tiers-livres. Ça veut dire que, est-ce que quiconque dit « Ah, je m'intéresse aux ateliers d'écriture, je vais aller voir un peu leur cours. » Bah non, désolé, là c'est chez nous. C'est chez nous, oui, mais à ce moment-là, groupe privé, alors tu as une prolifération. Puis moi, on a un groupe privé, YouTube et littérature, un groupe privé, Rolling Stones, database, complete database avec Nico Sandgraf, un Suédois qui fait un boulot monstre là-dessus, et puis petite déclinaison d'une quinzaine, comme ça, lecteur de Jacques Roubaud. Bah ouais, fier d'être lecteur de Jacques Roubaud. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce groupe tiers-livre ? Voilà, ça fait que sur votre mur, si vous êtes abonné, vous avez systématiquement, vous êtes informé des nouvelles publications. Ce qui n'est pas le cas sur le mur public. Donc déjà, c'est un outil qui surqualifie l'espace communautaire qu'on a installé. Et là, c'est aussi la confiance. C'est-à-dire que, indépendamment des questions de pseudonymes qui sont horripilants, sur le groupe, on est en confiance. Ça veut dire qu'on peut discuter. On peut discuter. Alors, évidemment, ouais, il y a une barrière. Tu veux adhérer au groupe, tu veux t'inscrire. Alors, ouais, évidemment, il y a une barrière. Tu veux t'inscrire au groupe, il y a une petite question. Est-ce que vous êtes abonné tiers-livre ? Puis, bon, les abonnés, alors, c'est pas strict. Quelqu'un qui a été abonné il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, et qui n'y est plus, il est toujours sur le groupe échange, mais on est en famille. Et donc ça, ces groupes privés, là, maintenant, deviennent un outil. Pourquoi j'en parle ? Là, c'est une discussion que j'ai eue récemment avec Marcello Vitali Rosati. C'est l'idée que dans l'échec là, de Twitter devenu X, ou dans le bazar qui est devenu Facebook, alors des fois ça apparaît. Pourquoi c'est apparu là, il y a une dizaine de jours, le 26 juin, ils ont changé dans leurs algos, c'est-à-dire ils ont installé des outils AI, intelligence artificielle, à l'intérieur de leur algo. C'est-à-dire que l'algorithme devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus souple. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant une semaine, on n'a pas arrêté d'avoir des signalements. Ah, votre contenu, là, vous avez parlé d'Éric Pessan qui parlait de son expérience de résidence en lycée. C'est scandaleux, vous cherchiez uniquement des likes. On a eu là pendant 6 jours des vagues de signalements pour des contenus délictueux qui étaient justement ceux qui pour nous comptaient le plus. Et alors évidemment, moi, tant que vieux bonhomme, je disais toujours, vous allez voir, ça va se calmer. Effectivement, ça s'est calmé. Mais l'opacité que ça révèle et la fragilité que ça révèle, wow. Alors, est-ce qu'on va faire un blâme qui concerne les outils intelligence artificielle ? Non. Voir, par exemple, ce que je disais sur la traduction simultanée ou le sous-titrage simultané sur YouTube. Et YouTube, maintenant, introduit aussi des outils d'intelligence artificielle. Il vous propose des extraits, il vous propose des vignettes alternatives, il vous propose des titres, il vous propose des petits samples de « tiens, je raconte ça, là ». Eh bien, avec les outils d'intelligence artificielle YouTube, je vais faire « allez, résume-moi dans un petit texte, là, en 1500 lignes, ce qu'il a dit le mec pendant 1 heure ». Donc tout ça, c'est fabuleux, c'est intéressant. Donc, c'est tellement, ça ouvre à des possibilités mentale, y compris chaque fois de détournement, d'invention et de fiction, qu'on va surtout pas s'en priver. Mais est-ce qu'il y a une alternative à Facebook ? Alors la discussion de fond, et pour moi ce sera le point là d'arrivée, c'est que
comme Facebook nous a contraints au deuil de ces espaces de discussion si intenses qui proliféraient sur nos chaînes de blog dans la période, justement, disons 2004-2008, un peu avant l'arrivée de Facebook, et jusqu'au moment où Facebook a tout soufflé, tout ça progressivement, tout en nous donnant une échelle de diffusion beaucoup plus large. Quelqu'un m'achète un livre une fois tous les 2 ans, et sur l'ensemble de mes abonnés ou des gens qui me suivent, parce que je dois être limité à 5000, mais je crois qu'il y a 7 ou 8000 là, qui sont suivis, mais bon, on se connaît pas, donc comment je fais en général, confirmer l'invitation, je fais pas systématiquement, je peux pas. Mais par contre, si je vois là sur un post qui m'intéresse, pas le truc, parce que pareil, tu changes ta photo de profil sur Facebook, oh là là, tu vas avoir 150 likes, c'est gentil, j'ai supprimé ma date d'anniversaire sur Facebook, pour même raison, parce que c'est des liens faibles. Et par contre, quand je publie un truc un peu costaud, comme là, je pense que cette vidéo, ça fait partie là de celles qui seront importantes pour moi, là, parce qu'elle est plus longue, parce que c'est un point là que j'avais besoin de faire depuis un moment. Bon, là, tu vas voir les gens, faites ça, confirmer l'invitation, là, oui, je cliquerai, parce que je sais qu'on est là pour la bonne raison, et je suis prêt à découvrir, prêt à suivre. Je suis pas lassé, je suis pas saturé des contenus les plus intéressants. De même que je prends la liberté des trucs, ça m'intéresse pas. Attends, les gens, c'est pas méchant de dire je vous suis plus. Je pourrais toujours vous suivre si ça me revient par d'autres vecteurs de propulsion. Donc voilà, tout ça, le monde d'arrivée. Je parlais des abonnés tiers livres. C'est quoi Patreon? Alors Patreon, c'est uniquement des gens qui... non, c'est libre. C'est-à-dire vous pouvez vous inscrire à la lettre hebdo et je crois qu'il y a 250 personnes. Oui, mais là, tout d'un coup, on vient à une échelle qui correspond à ce statut de la recherche ou de l'étude en littérature contemporaine. Et on est une petite communauté. Oui, mais justement, c'est-à-dire que commencent à s'installer des micro-communautés. Là, par exemple, Patreon a rajouté un petit outil, c'est-à-dire qu'on peut recommander une communauté aux gens qui font partie de notre communauté. C'est-à-dire ces éclatements de micro-communautés, bien sûr, c'est étanche de l'une à l'autre, mais par contre, les vecteurs d'intensité, de discussion, de confidentialité, sont eux, giclent à la façon verticale, comme ils ne le pourraient pas, ni sur Twitter devenu X, ni sur Facebook. Et LinkedIn, tu vois que c'est lu, tu vois que ça réagit, mais de discussion, c'est pas le lieu, quoi. C'est pas exactement ça. Par contre, sur un truc comme Patreon, tu proposes quoi? C'est-à-dire que si tu payes 3 balles, ou après, s'il y a un peu plus, si c'est vraiment la question des ateliers, de la publication collective, tous ces trucs-là, les zooms en direct, tout ça, ce qui se finance aussi, ces outils, l'abonnement Zoom pour 120 personnes, mais la question c'est, ce micro-abonnement fait que question-réponse, c'est direct et permanent. Tu peux aussi avoir ça sur Messenger, mais le contrat de discussion va être différent si on est dans l'intérieur de cet outil communautaire qu'on a décidé de fabriquer ensemble. Idem pour faire résonner nos publications, et ça on a avancé cette année, idem pour recevoir des auteurs, mais oui, comme si on le recevait là dans un appartement ou une petite pièce au fond d'une librairie, mais on est entre nous, et nous ce qui nous rejoint c'est l'écriture. Alors avec l'auteur ou l'autrice, on va parler écriture. Donc ces micro-communautés réinventent l'espace qu'a créé le web en 2004-2008 par les forums d'échange sous le dessous, et d'ailleurs je l'utilise intentionnellement, sous nos articles, alors que dans les forums, c'était pas sous, c'est la question qui génère, qui devient contenu parce qu'elle crée un écosystème question-réponse. Et là, je pense que pour moi, ce serait juste d'or. Tu me dis tout ce baratin pour en arriver là. Ouais, mais c'est dire, est-ce qu'on est prêt, nous, maintenant, là, compte tenu de ces mouvements de tectonique des plaques
qui ont atteint une telle lourdeur, par exemple pour ce qui concerne Facebook, se dire cet essor de micro-communautés avec des contenus qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et les groupes privés Facebook continuent d'en faire partie. Est-ce que cette mutation-là, est-ce qu'on l'appuie? Est-ce qu'on se donne les moyens d'en faire des îles de résistance, d'inventer ces passages d'île en île? Je pense à la communauté très voisine de celle de Tiers-Livre, qui est l'air nu, avec ses inventaires audio des villes, ses podcasts d'Anne Savelli. Et c'est pas les seules communautés voisines. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et voilà, je voulais en prendre acte. Fin de la vidéo et merci qu'on l'ait fait ensemble. Discussion ouverte, ici, là, directement, sur YouTube.